Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. À ma grande honte, je n'avais jamais lu jusqu'à ces jours derniers Paul Nizan. Nizan, c'est un jeune homme en colère contre toutes les mutilations que le monde dans lequel il vit, et je ne vois pas pourquoi il serait dans notre avis aujourd'hui, lui impose. Il est en colère contre les philosophes dont il a suivi à l'école normale ou à la Sorbonne les cours, les philosophes qui parlent de l'homme avec un grand H, mais qui ne parlent et qui n'ont jamais parlé des hommes avec un petit H, des hommes qui meurent de faim, qui meurent assassinés dans les guerres ou tabassés tout simplement dans tous les commissariats de police du monde. Il est en colère contre les grands écrivains bourgeois libéraux de son temps. Je n'ai pas besoin de citer des noms. Des grands écrivains qui s'attardent si longuement à contempler chaque repli et chaque mouvement de leur âme qu'ils ont toujours 20 ans de trop au moment où il faudrait pouvoir dire aux jeunes qui le leur demandent qu'il faut agir et comment agir. Et Nizan, eh bien, c'est quelqu'un qui est là pour réveiller. C'est pour ça que je vous conseille de le lire. Et peut-être que vous me direz, ce jeune homme que vous nous avez présenté, pourquoi est-il si désagréable avec nous? Eh bien, c'est parce qu'il est désagréable qu'il faut le lire. Des écrivains bien élevés, nous n'en manquons pas. Mais ce qu'il nous faut, ce qui nous manque, ce sont des écrivains désagréables. Ce plaidoyer en faveur d'un écrivain en colère contre les défenseurs de l'ordre établi a été diffusé à une heure de grande écoute sur l'une des 2 chaînes que comptait alors le pays. À cette époque, le contrôle du pouvoir politique sur l'information télévisée manquait souvent de subtilité. Il arrivait ainsi que le ministre de l'Information s'invite, en toute simplicité, pour présenter sa nouvelle formule du journal du soir. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal. D'abord parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. Tenez, par exemple, la première fois qu'on a figuré le Conseil des ministres par des voitures venant s'arrêter dans la cour de l'Élysée, c'était nouveau. Mais depuis 10 ans qu'on répète ce festival de portières de voitures ouvertes ou fermées, c'est devenu un peu fastidieux. Pour les journalistes d'aujourd'hui, cette édition du journal télévisé du 20 avril 1963 est le symbole d'une période particulièrement sombre. Une sorte de préhistoire de la profession. Mais pour une majorité d'entre eux, heureusement, aujourd'hui, tout a changé. Moi, je suis à la télévision depuis 1972. J'ai vu une certaine forme de censure qui ne disait pas son nom. J'ai vu l'autocensure qui ne disait pas son nom non plus. Et j'ai vu monter petit à petit, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais surtout avec la cohabitation, une liberté totale sur laquelle on n'est jamais revenu. Le pouvoir politique était obligé, pour être cru, d'ouvrir. On n'est plus du tout au temps où Alain Peyrefitte avait un téléphone direct avec tous les bureaux de l'ORTF. On n'est plus du tout là. On est bien, on a beaucoup progressé quand même, il faut le dire. On a beaucoup progressé. Depuis l'ORTF, la télévision a pris des couleurs. Le nombre de chaînes s'est multiplié. Pour la plupart des journalistes, l'information repose aujourd'hui sur 3 piliers. Indépendance, objectivité et pluralisme. Et ces 3 valeurs seraient les garants du rôle démocratique que jouent les médias dans notre société. Alors, devrions-nous, comme Paul Nizan, être en colère contre les chiens de garde? Ces journalistes, éditorialistes, hommes de médias, qui ont remplacé les philosophes et les écrivains des années 30 et qui, à leur tour, défendraient le pouvoir en place. Non, bien sûr. Aujourd'hui, tout a changé. Alors nous avons pris des dispositions pour que le journal télévisé devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
François-Henri de Véran, des ministères, etc. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est le ministre de l'Information qui vient dire et puis qui fait le journal télévisé. Voilà les dispositions que nous avons prises, nous, gouvernement, pour que vous ayez un bon journal télévisé. Ça vous paraît très loin, cette période-là ? Ça me paraît antique ou soviétique. C'est beau, ça antique. Antique ou soviétique. Pour Anne Sinclair et Christine Ockrent, ces deux vedettes du journalisme, cette page de la préhistoire de leur profession est définitivement tournée. Les invités de Laure Adler sont unanimes. Les liens entre les journalistes et le pouvoir politique sont définitivement tranchés. Leur métier s'exerce aujourd'hui indépendamment de toute influence. C'est ce que nous sommes allés vérifier à l'Assemblée nationale lors de la remise du prix du livre politique 2009. L'une de ces rares occasions où la crème du journalisme s'oblige à fréquenter le pouvoir politique. J'ai eu le prix contre, entre guillemets, Michel. Ne soyez pas surpris de voir l'ancienne directrice de l'information de la principale chaîne de service public embrasser un ex-ministre de l'Intérieur condamné pour faux et abus de confiance. Elle donne le change. Derrière ces embrassades, ces sourires de convenance, les journalistes sont en embuscade. Les représentants du quatrième pouvoir savent bien que l'indépendance est une lutte de chaque instant. À l'image de Raphaël Baquet, les journalistes d'aujourd'hui ne ménagent personne. Récompensé ici pour son enquête sur les premiers ministres de la Ve République, son analyse est sans concession. Je ne sais pas dans quel autre pays on pourrait trouver comme ça 12 responsables politiques de si bon niveau, qui sachent aussi bien raconter et analyser ce qu'est le pouvoir. C'est quand même aussi réconfortant pour la France, qui reste le grand pays de la politique. Vous tous qui êtes habitués à faire face à des attaques aussi cinglantes, le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, s'est parfaitement contre-attaqué. Je suis heureux de pouvoir dire combien nous apprécions qu'ils déploient leur intelligence, leur jugement, eux qui sont les plus grandes plumes, les plus grandes voix de la presse politique française, et qu'ils le fassent ici. Oui, Bernard Accoyer sait très bien que ses invités ne sont pas ses alliés. À l'exemple de Laurent Geoffrin, directeur de l'un des principaux journaux d'opposition, qui justement a fait de la distance avec les hommes politiques un argument de vente de son journal. Le tutoiement symbolise une proximité excessive. Mais en même temps, ça peut être aussi une relation de travail. Je veux dire, on a une relation de travail dans les journaux avec beaucoup de gens qui sont pas vos amis et qu'on tutoie. Mais une fois qu'on parle au président de la République, c'est autre chose, parce que là, il y a forcément une relation hiérarchique qui s'établit. Le tutoiement peut poser un problème. Vraie conviction ou simple argument publicitaire ? Car Laurent Geoffrin affirmait pourtant il y a quelques années... En revanche, c'est un obstacle dans le rapport que la presse peut avoir avec le citoyen, puisque le citoyen attend de la presse une forme d'indépendance. Et question engueulade avec Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président, Laurent Geoffrin sait en effet de quoi il parle. Ma question porte sur la politique économique. Les résultats de l'économie française sont plutôt meilleurs que ceux des économies voisines. Et il serait injuste de dire, je suppose, que le gouvernement n'y est pour rien. Donc il y a des résultats plutôt meilleurs. La question est la suivante, c'est que... Je commence bien ma semaine, monsieur Geoffrin. Oui, mais... Je suis venu pour vous réconforter. J'attends la suite, mais compte tenu de ce Attendez la suite. Compte tenu de ce que vous venez de dire, allez, libérez-vous, parce que franchement, là, c'est... Non, mais on essaye de s'attacher aux faits, même quand ils vous sont favorables. Et... C'est pas trop douloureux, docteur. Non, ça va. Cela fait de nombreuses années que le directeur de Libération bouscule sans ménagement les chefs d'État, cultivant un style sans concession, à la limite de l'impertinence. Monsieur Chirac, je vais vous poser une question que vous allez juger, j'imagine, désagréable. Enfin bon, les journalistes ne sont pas toujours obligés de poser les questions qui plaisent au candidat. Absolument. Il y a eu une polémique qui a été déclenchée à la suite de la publication d'un article dans le Canard enchaîné. Et cet article avait trait à un appartement que vous louez, que votre famille loue dans le 7e arrondissement, pour être précis. C'est vous. Rue du Bac. Et alors, on vous a reproché, d'une certaine manière, de bénéficier d'une opération immobilière qui vous permet de payer un loyer avantageux, eu égard aux facilités que comporte cet appartement, à sa nature immobilière.
Alors, vous avez répondu que tout ça était légal et donc il n'y avait pas d'irrégularité. Personne ne nous a contredit sur ce point. Mais est-ce que c'est pas quand même un peu ennuyé pour des questions d'image, parce que ça risque quand même de vous donner un peu l'image de quelqu'un qui bénéficie, même s'il est parfaitement honnête, et tout le monde le pense, mais qui bénéficie avec d'autres, mais comme d'autres, d'un certain nombre de privilèges qui sont fermés aux citoyens normaux, puisque apparemment le loyer en question est quand même très avantageux par rapport à l'appartement. Votre question, M. Geoffrin, ne me choque pas du tout. Et ça fait partie de la transparence. 1 minute et 2 secondes pour poser une question. Jacques Chirac est KO debout. Électoral, je n'aurais pas répondu. Je suis toujours très admiratif et très reconnaissant. Nous vous sommes reconnaissants, mesdames et messieurs, qui faites vivre la presse politique française, qui forgez en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes. Je veux vous dire à tous et à tous un immense merci. Vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie. Les journalistes dont il est question ici, ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires, ce sont vraiment les vedettes de la profession, c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France. Or, si on s'intéresse à ces journalistes vedettes, ils sont en fait assez peu différents des politiques, mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs. Alors ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux. Si on regarde les journalistes connus en France, on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier, un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux. En revanche, des enfants de médecins, on en trouvera beaucoup, des enfants de diplomates, voire des enfants d'industriels. Alors ce sont des gens qui viennent de milieux semblables, ce qui permet une certaine familiarité entre eux, et puis ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations. Quand on pense aux journalistes, on imagine souvent journalisme égale école de journalisme. Mais en réalité, si on pense à Ockrent, Pujadas ou El Kabbach, ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po. Si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin, ce sont des gens qui sortent d'HEC. Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent. Moi, je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Les relations entre journalistes et politiques sont parfois tellement proches qu'elles se transforment en véritable passion. Liaison amoureuse sans détour qui s'affiche et se vendent sur papier glacé. Sûrement un effet de l'exception culturelle française. Notre pays n'est-il pas la patrie de l'amour ? Le cas de Christine Ockrent mérite qu'on s'y attarde. Alors que son mari occupe en 2008 le poste de ministre des Affaires étrangères, elle est nommée numéro 2 du nouveau pôle audiovisuel extérieur de la France, directement par le président de la République. France Monde, c'est le nom de la future holding de l'audiovisuel extérieur de la France. Cette superstructure regroupera France 24, créée il y a 1 an, TV5 Monde, la chaîne francophone, et Radio France Internationale. Alain de Pouzillac, le patron de France 24, ici au centre, présidera cette holding. Christine Ockrent sera nommée numéro 2. Alain de Pouzillac est nommée par le chef de l'État. Il aura pour directrice générale, elle aussi nommée par l'Élysée, Christine Ockrent. 40 ans après Alain Peyrefitte, l'indépendance des journalistes a fait d'énormes progrès. Un ministre n'a plus à s'inviter au journal télévisé pour vanter la politique de son gouvernement. C'est sa femme qui le fait pour lui tous les jours. Ça me paraît antique ou soviétique. C'est beau comme l'antique. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique